Avant de passer à l'entrevue, voyons d'abord ensemble qu'est-ce qu'une commotion. Pour vous faire ça simple, une commotion est lorsque le cerveau, dans la boîte crânienne, va justement fracasser cette paroi à très grande vitesse et va donc recevoir un bleu, un hématome on pourrait dire, ce qui va dérégler le fonctionnement des neurones. Mais pour que le cerveau en arrive là, il faut vraiment qu'il est très propulsé à une grande vitesse. C'est pour ça que les commotions sont causées par les coups. Et justement au hockey, ces coups vont être causés par un coup d'épaule derrière la tête, ou lorsque le joueur va être poussé dans le dos et va être envoyé contre la bande, le, ou simplement aussi juste envoyé par terre dans les airs, il va fracasser le sol. S'il va faire un mouvement qu'on appelle un mouvement du fouet, c'est un coup des fois qui peut être indirect, comme un coup derrière le dos, le coup n'est pas porté à la tête, mais à à cause du coup porté dans le dos, la tête va faire un mouvement d'aller-retour. C'est ce qui va causer le mouvement dans la boîte crânienne du cerveau qui va les fracasser et pas fracasser une seule fois la paroi, elle va les fracasser les deux côtés. Ce qui va engendrer les conséquences après et qui va amener des symptômes. Des symptômes comme nausée, étourdissement, aussi sentiment de faiblesse, ça peut même aller à perte de conscience. Quand je parle de sentiment de faiblesse, je parle que le joueur ne va pas être capable de se relever. Ses jambes vont trembler, il aura des étourdissements tellement grands qu'il ne pourra même pas distinguer. Exemple, c'est un test que l'on fait pour voir si le joueur est sous commotion. Le test de montrer deux doigts, il ne pourra pas compter ces doigts-là. Donc c'est comme ça que la commotion peut survenir. Donc c'est vraiment deux types. Euh, les coups à la tête, ce n'est pas nécessairement juste coup de coude ou coup de gant lors d'une situation de jeu. Ou si lors des bagarres, deux joueurs vont se frapper, les coups de poing portés à la tête, c'est comme à la boxe. Sauf qu'à la boxe, ils ont en plus du protège buccal, ils ont des gants faits pour ça. Alors qu'au hockey, on va souvent voir les joueurs se battre à main nue, ce qui va aggraver les chances d'avoir des commotions cérébrales. C'est d'ailleurs pour ça que le hockey est le sport où les possibilités d'avoir une commotion cérébrale sont les plus grandes, avec le football américain aussi. Sauf qu'encore une fois, le football américain, ils sont protégés pour ça. Alors que le hockey, à part le casque et le protège buccal, il n'y a pas d'autre protection. Et c'est d'ailleurs pour ça, vouloir rajouter de la violence dans ce sport, c'est une chose qui peut être acceptable, faire des mises en échec, des coups, des contacts. Mais il faut quand même structurer ces contacts-là et ne pas aller abuser et aller jusqu'à porter des coups derrière la tête ou derrière le dos. Et malgré ça, oui, Gary Bettman a apporté des changements au règlement, 4 minutes de pénalité, des amendes, mais ce n'est pas assez, car encore maintenant, les joueurs, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur, vont continuer de porter ces coups-là, qui sont des coups vicieux. Il faut non seulement apprendre aux joueurs à jouer franc jeu, comme on appelle, fair play dans le langage courant du sport, mais aussi leur montrer qu'il n'y a pas que les coups, que ces genres de coups-là qui peuvent blesser l'adversaire, et leur apprendre que le but du hockey n'est pas de blesser, mais simplement d'emmener la rondelle dans le but adverse. Et même dans les ligues mineures, déjà, c'est prouvé, c'est des études faites à long terme sur des patients jusqu'à l'âge de leur naissance, jusqu'à l'âge de 21, 25, 30 ans et même plus, l'âge à laquelle le cerveau, en général, la moyenne d'âge dans lequel le cerveau va arrêter de se développer est 18 ans. Mais ça peut aller même jusqu'à 21 ans dans certains cas. Mais il faut, normalement, avant 18 ans, dans le hockey mineur, il ne devrait pas y avoir de contact. Alors qu'on peut voir dans le niveau comme midget double lettre, bantam double lettre, quand je dis double lettre, je parle de 2C, 2B, 2A, même 3A, les contacts sont permis sur le bord de la bande comme dans la Ligue nationale. Mais les cerveaux de nos enfants ne sont pas encore développés, n'ont pas atteint leur maturité. Donc si, dès leur jeune âge, ils commencent déjà à avoir des séquelles, des commotions, les commotions peuvent laisser des séquelles, des conséquences à long terme, ils ne pourront pas développer le cerveau à leur plein potentiel. Alors que les joueurs professionnels, ou même après 18 ans, je parle donc de la catégorie midget 3e année junior, le cerveau est en général pleinement formé, pleinement développé, je veux dire. Donc, mais encore là, les commotions sont graves, mais elles sont plus graves chez les jeunes. Quand je parle de jeunes, je ne parle pas nécessairement de petits, je parle aussi de 16, 17 ans. Il faut réglementer ça. Et le casque ne suffit pas. Maintenant, passons au processus de retour au jeu. Donc, le processus de retour au jeu se divise en 6 étapes. La première étape, c'est vraiment important, c'est le repos complet. Aucune activité physique, quelle qu'elle soit. Même ne serait-ce qu'un jogging est interdit. Donc, le joueur doit se reposer de manière complète jusqu'à la disparition des symptômes. Et bien entendu, ça c'est géré avec le médecin, mais lorsque le jeune se sent prêt, on peut passer à l'étape 2. Se rappeler aussi qu'à partir de l'étape 2,
l'étape 2, 3, 4, 5, 6, il faut toujours attendre 24 heures. Donc on ne peut pas faire 2 étapes dans la même journée, il faut attendre la journée suivante pour passer à l'étape suivante et aussi s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes liés à la pratique d'une étape. Donc la deuxième étape, c'est exercice d'aérobie léger. Donc on y va vraiment lentement, on se lance des... Quand on dit aérobie, ça inclut aussi seulement se faire des passes avec une balle, faire quelques squats, faire des exercices comme ça, lentement, pendant la journée, en surveillant les symptômes. Parce qu'à l'étape 2, c'est encore crucial, car le fait de s'être reposé peut avoir calmé les symptômes et pas les avoir fait disparaître. Donc lorsqu'on voit que ça s'est réglé, on peut commencer dès la journée suivante, passer à la troisième étape. La troisième étape, on parle de faire des exercices en relation avec le sport. Dans notre cas, puisqu'on parle du hockey, le patinage. Le joueur peut embarquer sur la glace surtout seul. On veut éviter qu'il embarque sur la glace durant la pratique de ses coéquipiers, déjà pour éviter les risques de contact, encore une fois, et aussi pour l'influence. On ne veut pas influencer le joueur, vouloir le précipiter, car il pourrait se mentir à lui-même et dire « Ah, tout va bien, on passe rapidement à l'étape 6 », alors qu'il a encore des symptômes. Donc on le fait pratiquer tout seul, surveillé bien entendu par un médecin ou un kinésithérapeute. Patinage, tir au but, tranquillement. Si on voit qu'il n'y a pas de symptômes à la fin de cette journée, on peut passer à l'étape 4. L'étape 4, on parle d'exercices sans contact. Donc les exercices qu'il fera à sa pratique, exercices de passe, on lance la rondelle dans les coins, sortie de la zone, etc. On peut les réaliser avec ses coéquipiers, sauf qu'il ne faut pas y avoir de contact. Encore là, il faut avertir l'entraîneur, s'assurer qu'il n'y ait pas de contact, avertir les coéquipiers, car c'est très important. Encore une fois, tout se passe bien, on passe à l'étape 5 la journée suivante. Là, on va instaurer le contact. Mais graduellement, au fur et à mesure que la séance d'entraînement avance. Au début, on commence vraiment par de petits contacts. Petits coups sur la bande, même pas de coups, on parle d'à côté le joueur sur la bande, jusqu'à en venir, si le joueur joue dans un niveau, le plaquage est permis, à un contact officiel qui est permis. Ça, on le laisse jusqu'à la fin. Et là, s'il n'y a vraiment aucun symptôme, le joueur nous dit que tout va bien et nous-mêmes on ne voit pas de signe, là on peut passer à la 6e étape qui consiste au retour au jeu progressif. Encore là, le joueur ne doit pas, si c'est un joueur qui est très utile à l'équipe et que d'habitude il joue la moitié du match à lui tout seul, on réduit son temps d'entraînement quand même. Ça, c'est pour le processus de retour au jeu. En 6 étapes à respecter à chaque 24 heures, on passe à la suivante. Et bien entendu, restez toujours avec le médecin ou le kinésithérapeute qui s'occupe de tout ça. Oui, donc maintenant, quoi faire lorsque l'on pense que le joueur a une commotion? Déjà, il sort de la patinoire, on écoute ce que l'entraîneur va dire, parce que normalement les entraîneurs reçoivent une formation pour prévenir, pour agir lors d'une possible commotion, ou le médecin de l'équipe. Des fois, une équipe va voir un docteur, on écoute ce qu'il dit, et on écoute aussi ce que le joueur dit, ses plaintes, quels sont ses symptômes, etc. Après, on écoute ce que le médecin va dire, on amène le joueur à l'hôpital, on le fait analyser, il va passer des tests. Si le médecin dit que c'est une commotion, on suit le processus de commotion directement. Maintenant, il y a un point important qui concerne les mises en échec. Lorsque j'aurai terminé, je vais vous montrer une vidéo de l'interview de Mathieu Foucoin, et aussi Mathieu Foucoin qui est le jeune que j'ai interviewé, et aussi une vidéo d'une pratique de hockey de jeunes âgés de 15 à 17 ans qui pratiquent justement les mises en échec. Vous allez voir pratique de mise en échec que le joueur qui fait la mise en échec va la faire par en avant et par en arrière. Et vous allez voir qu'il ne touche jamais la tête, on vise toujours le corps. C'est comme ça qu'une mise en échec doit bien être réalisée. On ne vise pas la tête, on vise seulement la partie, l'épaule, le bras, la hanche, sans nécessairement vouloir la briser. Mais le but, c'est d'accoter le joueur, mais de manière assez puissante pour qu'il soit bloqué. C'est parce que là, on voit souvent des mises en échec, les joueurs vont venir les coudes levés de cette manière. Donc, bam, la tête va être visée en premier. La première, je veux dire, pardon. Donc, ça va être la tête ou le dos. On va venir, double échec derrière le dos, hop, on est frappé, la tête fait un aller-retour, le crâne bouge, on rentre la tête première. Ou lorsque le joueur est baissé, des fois les joueurs sont vraiment baissés perpendiculairement face à la bande. Et l'attaquant va venir, il va rentrer derrière le joueur et le pousser. Ce qui fait que, imaginez, la tête est comme ça, bam,
c'est tout le cou, la cervicale et tout ça qui est affecté. C'est la commotion automatique et c'est des grosses commotions. Parce que rappelez-vous, les commotions, ça peut être légère. 1-2 semaines, la commotion peut partir, comme ça peut rester des mois, ça laisse des séquelles, autant physiques que psychologiques. Les joueurs peuvent développer une phobie, en quelque sorte une peur de vouloir retourner dans le feu de l'action. Certains joueurs, certains cas peuvent même causer l'handicap. Une paralysie ou être quadraplégique, paraplégique, ça peut arriver à cause d'une commotion. C'est vraiment très important de garder ça en tête. Donc la mise en échec, toujours de côté. Donc la vidéo que je vais vous montrer, c'est une interview que j'ai réalisée avec Mathieu Foucault, un jeune de 17 ans, vivant à Laval, et jouant au hockey aussi, pratiquant ce sport depuis son plus jeune âge, ayant subi 2 commotions cérébrales. On peut donc, vous allez vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce que l'on ressent sur le tas, et après il y aura une petite vidéo qui va vous montrer en bref comment agir lors d'une commotion. Pas comment agir, mais comment bien réaliser une mise en échec. C'était Souhail Belali de votre petite capsule commotion cérébrale pour les blessures du sport. Bonjour tout le monde, ici Souhail Belali, je suis accompagné de Mathieu Foucault, une victime d'une commotion cérébrale au hockey. Donc Mathieu, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. Donc tu te remets lentement de ta commotion? Oui. Donc voudrais-tu bien me dire comment cette commotion est arrivée? Ben, c'était dans ma saison de hockey. J'ai joué un match normal. Puis j'ai reçu un coup à la tête. Après ça, ben, c'est comme ça que la saison a commencé sur le monde. D'accord. Et t'as quel âge juste? J'ai 17 ans. Donc les commotions peuvent toucher tout le monde. Comment vous êtes-vous senti à la suite du contact? J'étais beaucoup étourdi. Ensuite, j'avais énormément mal à la tête. Après le coup, Antoine Tremblay est venu à ma défense. Ben c'est ça. Puis là, mon coach est venu me chercher sur la glace. J'avais de la misère à marcher, mes genoux, mes jambes pliaient. J'avais plus de force dans mes jambes, j'avais plus rien. Ok. Puis après avoir constaté que tu présentais des symptômes de commotion, qu'est-ce que tu as fait lorsque tu as vraiment réalisé « Oh, j'ai peut-être une commotion ». Ben, premièrement, à l'aréna, celui qui s'occupe de l'aréna m'a posé des questions, comme de dire l'alphabet à l'envers. J'ai pas été capable de dire ça, donc là, je me suis présenté chez le médecin le lendemain. Après ça, le médecin il m'a dit de prendre des Advil au besoin. Après ça, il m'a dit d'aller passer un scan, puis là, j'attends encore les résultats du scan. Ok, puis donc, le médecin, qu'est-ce qu'il t'a conseillé de faire en attendant ce délai? Ben, il m'a dit de prendre ça relax, d'éviter le plus le sport qui peut avoir des contacts. Comme ça. Ok. Puis, combien de temps, normalement, le médecin t'a dit que ta période de réhabilitation pourrait durer en attendant les scans, mais... Il m'avait dit, tout de suite après avoir reçu le coup, de 2 semaines à 1 mois. Je suis revenu après 3 semaines à jouer avec mon équipe. C'était dans les règles. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a eu des complications qui sont survenues? Non, il n'y a pas eu de complications qui sont survenues après ma commotion. Puis, est-ce que tu ressens encore des symptômes de cette commotion? Oui, je ressens encore. J'ai encore des symptômes de commotion. J'ai souvent mal à la tête, j'ai des migraines, des étourdissements aussi. Donc, c'est pas mal les symptômes encore. Est-ce que des fois, quand tu joues, puis tu vois la bande arriver ou un jour plus gros, est-ce que tu as toujours cette crainte que tu dis, oui. Ça pourrait arriver? J'ai toujours j'ai une phobie, dans le fond, maintenant d'avoir encore un coup à la tête. C'est la 2e maintenant. Donc, Et merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne chance dans ta grosse carrière de joueur professionnel, on Merci. espère, hein? Vas-y. Dernier, présent. Avec Max. Max, c'est le real boy.
rentrez-vous dedans quand même!